La raideur concerne 5 à 21% des coudes. Ce pourcentage varie selon les séries et bien sûr selon les causes de raideur. Et c'est en 1981 que l'équipe de Bernard Moret a pu définir les amplitudes normales du coude. Pour l'arc de flexion-extension, elles sont de 0 degré, 145 degrés. Et les auteurs considéraient qu'un coude était raide lorsqu'il y avait un déficit en extension de 30 degrés ou un déficit de flexion au-delà de 130 degrés. Et alors une arthrolyse était nécessaire. Selon Moret, une perte de 50 degrés d'amplitude articulaire sur cet axe de flexion-extension était associée à 80% de perte de fonction. Cependant, ces notions sont très générales et issues de papiers des années 80. Mon avis personnel est qu'il n'y a pas de réel cut-off universel applicable à tous les patients. Par exemple, un jeune sportif devra bénéficier d'une arthrolyse même si son extension n'est déficitaire que de 20 degrés. Concernant la pronosupination, Moret et son équipe considéraient que la pronation normale était de 75 degrés, tandis que la supination normale était de 85 degrés. Et les auteurs considéraient que la raideur rotative pouvait nécessiter une arthrolyse lorsque la pronation et ou la supination étaient égales à 50 degrés d'amplitude articulaire. Cependant, cette raideur rotative, on en ignore l'incidence. Il est intéressant de voir que dans une étude consacrée aux raideurs rotatoires secondaires à des ossifications hétérotopiques, O'Driscoll et son équipe ont discriminé toutes les raideurs secondaires aux ossifications, pour finalement devoir inclure les patients avec des raideurs rotatives. Et ils ont ainsi identifié 92% de leur population avec une raideur concernant l'arc d'extension-flexion, et 46% avec une raideur sur l'arc de pronosupination. Mais au final, il y a surtout 40% de la population qui avait une raideur combinant les deux axes. Ainsi, la raideur rotative isolée est rare, et à mon sens ne devrait pas être considérée comme une entité lésionnelle à part entière, mais plutôt comme une raideur combinant l'arc de pronosupination avec l'arc de flexion-extension. C'est d'ailleurs aussi ce que disait l'équipe hongkongaise de Nge dans l'article intitulé Post-Traumatic Elbow Rotational Stiffness, publié dans Shoulder and Elbow en 2014. Et pour ce qui est des causes des raideurs, il y a également des classifications. Ces causes sont communes aux deux arcs de mobilité. Aucun article dans la littérature n'a su identifier une cause responsable de raideur touchant davantage la pronospination que la flexion-extension. Dans les années 90, on classait les causes en cause osseuse, tissu mou ou cause mixte. Mais récemment, nous raisonnons davantage en termes de contracture intrinsèque, qui concernent les causes en lien avec une atteinte des surfaces articulaires, ou contracture extrinsèque, qui concernent les causes telles que la capsule, les ligaments, les calvicieux extra-articulaires ou encore les ossifications hétérotopiques. Cette dernière classification, fournie par le professeur Moret, se voulait plus pragmatique pour guider le traitement chirurgical. Mais on reconnaît aujourd'hui que la grande majorité des raideurs de coude sont d'origine mixte, combinant cause intrinsèque et cause extrinsèque. Donc au final, la raideur de coude est une raideur majoritairement combinée entre les deux arcs d'amplitude articulaire et de causes mixtes, pouvant associer des causes de contracture intrinsèques et extrinsèques. Nous allons toutefois détailler les 4 grands ensembles de causes de raideur rotative de coude. Et la première d'entre elles, c'est le calvicieux d'avant-bras. De manière assez simpliste, on considère qu'à partir de 10 degrés de calvicieux angulaire, on observe une perte d'environ 20 degrés d'amplitude rotatoire. À savoir toutefois que la perte d'amplitude en pronation est de plus mauvais pronostic que les formes avec une supination déficitaire. Il vous faut cependant 2 notions de base pour raisonner sur les calvicieux de l'avant-bras. La première concerne la localisation du calvicieux, qui peut être proximal et ou distal. Dans le cadre de cette présentation, nous n'aborderons que les calvicieux proximaux et bifocaux. Et la deuxième notion fondamentale, c'est le concept de cadre ouvert ou fermé, selon l'intégrité des 3 verrous, la radio-ulnaire proximale, la membrane interosseuse et la radio-ulnaire distale, qui stabiliseront le coude et l'avant-bras. L'ouverture d'un ou plusieurs verrous pourra entraîner une instabilité du cadre antébrachial et donc une ouverture du cadre par la luxation de la radio-ulnaire proximale et ou de la radio-ulnaire distale. Le cadre proximal sur un cadre fermé est un grand classique. Il est le plus souvent secondaire à un défaut de réduction d'une fracture de l'ulna proximale. En cas de calvicieux proximal d'ulna, avec l'ouverture d'un verrou proximal, nous serons sur une lésion de type Monteggia.
Attention, car dans les formes sévères de Monteggia, nous pourrons retrouver une distension, voire une rupture de la membrane interosseuse, signant l'ouverture du deuxième verrou. Pour ce qui est des lésions de type Essex-Lopresti, on les classe classiquement dans les calvicieux proximaux, mais il s'agit surtout d'une fracture de la tête radiale, voire d'une résection de tête radiale, associée à un cadre ouvert via la rupture des 3 verrous, qui aura pour conséquence une ascension proximale du radius. Pour ce qui est des formes bifocales, on retrouve les calvicieux proximaux et distaux, avec une ouverture isolée du deuxième verrou. Et plusieurs combinaisons de calvicieux bifocaux sont possibles. Cependant, pour les formes bifocales ouvertes, on doit citer une entité à part qui est le floating radius, avec une ouverture des verrous proximaux et distaux et une conservation de l'intégrité de la membrane interosseuse. Par ailleurs, de nombreux facteurs pronostiques ont été rapportés. Mais si nous devions n'en retenir que 3, alors il faudrait citer en tout premier lieu la notion de cadre ouvert ou fermé, et en deuxième lieu une atteinte de la membrane interosseuse dont les signes directs et indirects seront identifiables grâce à l'IRM. L'échographie peut également aider, notamment à la phase aiguë. Il faut toutefois noter que la tension de la membrane interosseuse pourra être une cause de persistance de raideur rotative, malgré une correction satisfaisante des calvicieux. Et enfin la notion de calvicieux récent et ancien. Trosdal et Linshade considéraient le délai de 12 mois maximum comme étant le cut-off, délai au-delà duquel il y avait un effondrement des chances de récupération. Donc voilà ce qu'il en est pour les calvicieux. Maintenant, la deuxième cause classique de raideur rotative, c'est la synostose radio-ulnaire. La première classification reconnue pour décrire les synostoses radio-ulnaires, c'est celle de Vince et Miller, publiée en 1987. Ils proposent 3 types de synostoses basés sur la longueur de l'ulna. Le type 1 concerne les synostoses distales, intra-articulaires. Le type 2 concerne les formes extra-articulaires au tiers moyen des 2 os d'avant-bras. Et le type 3 concerne les synostoses du tiers proximal d'avant-bras. Les synostoses de type 3 sont celles qu'on rencontre le plus souvent. Plusieurs formes de synostose du tiers proximal existent, et la classification de Vince-Miller ne permettait pas une description suffisamment détaillée pour guider le traitement des types 3. Il a fallu donc attendre la classification de Viola et Hastings en 2000 pour avoir une classification dédiée exclusivement aux synostoses proximales. Personnellement, c'est celle que j'utilise dans mon activité. Elle est très simple, le type 1 est une synostose radio-ulnaire proximale limitée à la tête radiale. Le type 2 s'étend jusqu'à la tuberosité bicipitale. Et puis le type 3 va au-delà de la tuberosité bicipitale. Et les auteurs ont inclus 3 sous-types, dont le type A, qui concerne le bord antérieur de la radio-ulnaire proximale, le type B, qui concerne le bord postérieur de la radio-ulnaire proximale, et le type C. Ces sous-types sont d'autant plus importants que la voie d'abord nécessaire pour la résection de ces synostoses ne sera pas la même. Il était classiquement admis que les résections de synostoses radio-ulnaire proximale devaient se faire par une voie d'abord postérieure. Mais si vous êtes sous une forme de type 3A, par exemple, je ne saurais trop vous recommander de faire une voie d'abord antérieure et d'expliquer au patient le risque de paralysie nerveuse liée à la résection de cette synostose. Il est donc très important en préopératoire de planifier le geste que vous allez réaliser. Par ailleurs, quel que soit le stade de la synostose, il faudra apprécier la gravité d'une synostose radio-ulnaire proximale. Et en premier lieu, pour apprécier la gravité, il faudra apprécier le degré de dégradation de la radio-ulnaire proximale et de la radio capitulaire. Car si les articulations sont dégénératives, il y aura une indication de résection de tête radiale qui devra être discutée. De plus, vous devez rechercher un calvicieux radial, qui devra éventuellement être corrigé selon son retentissement sur la raideur et l'incongruence articulaire qu'il peut engendrer. Et troisièmement, il y a aussi le phénomène de radius drifting, qui va causer une incongruence radio-ulnaire ou radio-capitulaire que vous allez mettre en évidence lors des mouvements de pronosupination péropératoire une fois que vous aurez réséqué cette synostose.
La résection de la tête radiale, avec plus ou moins une interposition d'Anconi, est la règle dans ce cas de figure. Je vous conseille également de vérifier une potentielle lésion de la membrane interosseuse, qui pourra être responsable d'un radius drift, mais également d'une raideur rotative persistante malgré la résection de ces synostoses proximales. Et bien que ces lésions semblent plutôt dévastatrices pour l'articulation radio-ulnaire proximale et l'articulation radiocapitulaire, et que le geste est parfois complexe à réaliser, les séries publiées dans la littérature, et notamment celle de Giuseppe Giannicola dans JSES de 2019, rapportent d'excellents résultats chez 90% des patients traités chirurgicalement pour synostose radio-ulnaire proximale. Pour ce qui est de la troisième cause classique de raideur rotative, nous allons parler du conflit avec le matériel d'ostosynthèse ou les sutures capsulo-ligamentaires. Pour ce qui est des plaques de radius proximal, tout le monde connaît la notion de safe zone, qui consiste à positionner cette plaque sur le demi-arc entre le tubercule de Lister et l'axe du pouce. Cependant, grâce à ce positionnement de la plaque, vous allez éviter un blocage mécanique, mais vous n'éviterez pas le décollement nécessaire des tissus mous pour poser cet implant, ni les adhérences que cela va engendrer entre la plaque et le ligament annulaire. Et personnellement, je ne mets de plaque qu'en cas de perte osseuse partielle du col du radius, car dans tous les autres cas, je réalise un montage cross-screw ou tripodal. Les travaux biomécaniques ont montré que les deux montages sont équivalents en termes de stabilité. Et les études cliniques comparatives comme celle de Lee, publiée dans le BJJ en 2015, ont montré une récupération significativement meilleure de la rotation chez les patients avec un montage tripodal. Cependant, je dois noter, dans mon expérience totalement personnelle, des cas d'ossification en pointe de vis dans les montages cross-screw. Et je pense que les vis cannulées pourraient extérioriser de la moelle lorsqu'on les introduit dans le col du radius et induire ainsi une ossification hétérotopique en pointe de vis. Cependant, ce constat est personnel et n'a pas fait l'objet d'études jusqu'à présent dans la littérature. Et puis s'ajoute à ça la suture du complexe ligamentaire collatéral latéral et du ligament annulaire qui peuvent être une cause de raideur en supination surtout. C'est notamment le cas pour le ligament annulaire lorsqu'on plicature ce dernier par un passage du fil trop à distance des berges et qui vont entraîner une translation médiale de la tête radiale et une raideur en supination. Pour ce qui est du complexe ligamentaire collatéral latéral et de son LCRL-LCUL, la suture sur tout le long du complexe ligamentaire avec une tension trop forte peut limiter en effet la supination. Mais on va retrouver surtout un défaut de supination lorsqu'on utilise un external brace avec une ancre distale positionnée trop antérieure et qui va ainsi limiter la supination par un effet butoir lié à la tension entre les deux ancres avec une ancre distale beaucoup trop proche du ligament annulaire. Mais cependant, vous aurez beau avoir fait un montage tripodal parfait, ne pas avoir plicaturé le ligament annulaire, avoir correctement retendu votre complexe ligamentaire collatéral latéral, ne pas avoir créé un calvitieux au niveau de votre cadre de l'avant-bras, vous pouvez tout de même avoir un patient qui va développer de la raideur en post-opératoire. Et cette raideur, elle est classiquement due à la contracture capsulo-ligamentaire et ou musculaire. Alors pour expliquer cette contracture capsulo-ligamentaire ou musculaire, il n'y a pas grand-chose de consensuel à propos de sa physiopathologie. Cependant, toutes les études récentes confirment le rôle majeur du myofibroblaste. Et c'est ce mot-là que vous devez retenir quand on parle de la physiopathologie de la contracture capsulo-ligamentaire et musculaire. Et ce que l'on sait, c'est que la douleur et l'activation du système nerveux articulaire, avec la fameuse innervation capsulo-ligamentaire qui a fait l'objet de nombreux travaux, et notamment des miens, va entraîner la sécrétion de substances P et de calcitonine au niveau des terminaisons nerveuses des branches articulaires. Et ce phénomène va entraîner la dégranulation des mastocytes qui vont libérer beaucoup de médiateurs profibrotiques, stimulant ainsi le développement de myofibroblastes et qui contracteront la matrice fibrotique. Ainsi, le myofibroblaste est très impliqué dans la raideur de coude. Et de nombreuses équipes ont montré dans des modèles animaux que le taux de myofibroblaste est inversement proportionnel à l'amplitude articulaire. Donc pour traduire plus simplement, plus votre taux de myofibroblaste augmente,
et plus votre raideur, de manière proportionnelle, va augmenter. Et en effet, ces cellules myofibroblastes forment des tissus fibroblastiques en produisant une des protéines intracellulaires contractiles qui s'appelle l'alpha-SMA et qui va causer une contraction excessive du collagène. Et c'est un véritable cercle vicieux qui se met en place, qui est auto-entretenu par des médiateurs, notamment de l'inflammation, que nous ne détaillons pas dans un but pédagogique et de clarté du discours, mais qui vont entraîner chacun une auto-activation et une auto-prolifération de ces myofibroblastes et finalement de la raideur de coude. Et bien sûr, s'ajoute à ça un très grand nombre de facteurs qui vont activer les fibroblastes. Je citerai simplement les plus fréquents qui sont les hormones sexuelles et notamment l'œstrogène et les facteurs génétiques. Et finalement, il n'y aura pas d'autre solution que de réaliser un débridement articulaire avec une capsulectomie complète ou partielle, en open selon les techniques de colonne procédure ou sous arthroscopie. Il est très classique de retrouver en plus une ossification hétérotopique sur la capsule ou sur les plans ligamentaires. Car là aussi, les mécanismes physiopathologiques aboutissant à la formation d'ossifications hétérotopiques sont complexes et en partie inconnus. Cependant, on sait qu'une partie du process est commun avec celui aboutissant à la contracture capsulaire. Et si on raisonne de manière assez simpliste, on peut considérer qu'il y a un process commun auquel s'ajoute un phénomène d'angiogénèse qui va être nécessaire à la réalisation de la chondrogénèse. Puis finalement, de l'ostéogénèse, qui sera donc l'ossification hétérotopique. Ces ossifications hétérotopiques peuvent être très importantes et aller jusqu'à une ankylose complète de l'articulation. Je vous laisse remarquer toutefois que les ossifications hétérotopiques touchent majoritairement les insertions proximales des complexes ligamentaires collatéraux-latéraux et collatéraux-médiaux, ainsi que la capsule antérolatérale. Et nous avions montré qu'il s'agit de sites très riches en innervation articulaire et notamment en substance P, qui pourraient expliquer que ces sites sont plus susceptibles de réaliser de l'ossification hétérotopique. Tout ça est purement spéculatif, mais il est toujours étonnant de retrouver une parfaite concordance entre les concentrations de substance P disponibles dans la capsule et la disposition des ossifications hétérotopiques, tout comme on retrouve aussi une bonne cohérence entre la densité de ramification des branches articulaires et la localisation de ces branches et la localisation des ossifications hétérotopiques. Par ailleurs, lorsque vous aurez donc des ossifications hétérotopiques qui vont toucher les plans ligamentaires, avec un blocage de l'articulation, alors il faudra envisager une résection des ossifications avec reconstruction ligamentaire par ligamentoplastie. Il y a également des traitements médicaux qui vont agir sur les médiateurs inflammatoires et sur l'angiogénèse. Il s'agit de traitements préventifs qui vont prévenir soit la survenue d'ossification hétérotopique, soit la récidive de cette dernière après résection d'ossification hétérotopique. Personnellement, moi j'utilise l'indométacine en post-opératoire à visée préventive, préventive après chaque chirurgie de coude et préventive après la résection d'ossification hétérotopique. Mais il faut savoir qu'aucun traitement médical n'a réellement montré de bénéfices cliniques. Toutefois, il existe aussi d'autres traitements, comme la radiothérapie, qui avait été proposée, mais que je n'utilise plus personnellement. Les délais sont également un enjeu dans le traitement des ossifications hétérotopiques, et là aussi, rien de très clair dans la littérature. Il y a tout de même un consensus autour du cut-off de 8 à 12 mois après la survenue des premiers signes d'ossification hétérotopique, délai après lequel les chances de récupération s'effondrent. Certains recommanderont un PET scan ou une scintigraphie pour apprécier l'activité de l'ossification hétérotopique et ainsi programmer une intervention une fois que le process d'ossification s'est calmé. Et donc au final, il y a 4 grands ensembles pouvant causer des raideurs rotatives de coude. Attention, ces causes ne sont absolument pas exclusives et peuvent s'additionner entre elles. Il est donc très important de comprendre qu'il faut explorer les 4 causes en préopératoire. Car si vous traitez une cause mais que vous en ignorez une ou plusieurs autres, alors vous aurez un échec chirurgical avec une persistance des raideurs.
Ainsi, on conclura que la raideur rotative isolée est très rare. Elle ne concerne que 6% des coups de raid. Et c'est la raison pour laquelle on doit parler de raideur mixte, intégrant une raideur sur l'arc de flexion-extension et de pronospination. L'exploration préopératoire doit donc intégrer ces deux arcs de manière systématique. Par ailleurs, nous devons insister sur le fait que les raideurs rotatives impliquent également une potentielle instabilité à la clé. Il ne faudra donc pas oublier de vérifier les trois verrous. Ceci implique donc de vérifier une stabilité de la radio ulnaire proximale, mais également de la membrane interosseuse et toujours de la radio ulnaire distale. Et puis bien sûr, pour conclure, les quatre grandes causes de raideur rotative qui sont le calvicieux, la synostose, les conflits avec matériel ou suture et l'arthrofibrose ou ossification hétérotopique. Il est très important de comprendre que ces quatre causes ne sont pas exclusives et peuvent s'additionner. C'est ça qui rend les raideurs rotatives et d'une manière générale les raideurs de coude si